C'était pas facile, hein. Mais finalement, on a pu récolter le maïs et on a pu amener ça jusqu'au magasin. C'était chaud, mais on a gagné la bataille, mais la guerre continue, quoi. Salut à tous, soyez tous la bienvenue. Je m'appelle Willy, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, d'élevage, mais aussi de l'entrepreneuriat en général. Donc, si vous aimez ce genre d'informations, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ceux qui sont de retour, je vous remercie beaucoup. Et pour ceux qui sont de retour, vous saviez que depuis plus d'une semaine, je fais un peu la bagarre pour pouvoir récolter ce maïs avant que je ne perde une grande partie. Parce que le terrain où j'ai eu à faire ce maïs, il y a beaucoup de termites et les termites avaient commencé à bouffer le maïs. Et si je n'agissais pas rapidement, j'allais perdre une grande partie. J'ai perdu un peu, mais bon, on a pu récupérer la majorité. Pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo où je disais que j'allais prendre des mesures drastiques, effectivement, le lundi, les gars qui devaient venir récolter ne sont pas venus. Et je pense que le mardi, je suis allé là-bas avec une petite équipe et commencé la récolte sans les attendre. Et il se trouve que ce même jour-là, ils sont finalement venus et ils nous ont trouvé même en train de récolter le maïs. Comme j'avais déjà signé un contrat avec eux, nous on a fait un peu seulement. Je pense que mon équipe et moi on a à peu près récolté une demi-hectare. Hein. C'est ce que je disais. Si moi je savais qu'ils allaient prendre plus d'une semaine avant de venir, moi et puis mon équipe on pouvait aller faire demi-hectare chaque jour et en quelques jours on avait fini les 2 hectares. Mais chaque jour le responsable me disait oh ils vont venir demain, ils vont venir après-demain et par fini ça a pris d'une semaine. Ici en Afrique c'est comme ça. Les gens veulent que tu travailles en fonction de leur programme au lieu eux de travailler en fonction de ton programme. Donc ce qui fait que certains travaux là ça prend plus de temps que ça ne doit être. Mais finalement ça a été fait. Bon je suis pas trop content parce que j'ai perdu peut-être un sac hein, ou peut-être même 2 sacs dû aux termites. Mais comme je vous le dis toujours, si vous n'êtes pas à côté de votre travail, vous risquez de perdre gros. Et moi, je suis là sur place à 40 minutes de là-bas, mais vous voyez comment, bon, c'était un peu difficile. C'est pour ça c'est important d'avoir le matériel et aussi que votre champ soit pas trop loin pour que vous puissiez avoir un œil dessus régulièrement pour que vous ne fassiez pas beaucoup de pertes. Bon, le maïs a été récolté et tous les dépenses que j'ai eu à faire pour le maïs et le soja, j'ai eu à noter ça. Mais le soja, ils sont en train toujours de récolter ça. Ça, c'est pas encore fini. Quand ils vont finir de récolter le soja, je vais comptabiliser toutes les dépenses et on verra si le fait que j'ai cultivé le maïs et le soja c'était une bonne chose ou bien j'aurais dû acheter ça sur le marché directement parce que c'est ça aussi tu veux comparer souvent. Quand tu fais l'agriculture et l'élevage, tu essaies de voir est-ce que c'est profitable. Si c'est pas profitable, pourquoi faire cela? Parce que le terrain pour le maïs et le soja c'est dans le même coin. Donc quand j'ai fait les dépenses, c'était toujours combiné. Quand les gens partent pour travailler là-bas, les dépenses là c'est à peu près pour le maïs et le soja, c'est-à-dire cultiver, semer, arracher l'herbe, couper les feuilles, tout ça, j'ai toujours fait un contrat en même temps avec le soja et le maïs. Donc, je n'ai pas pu faire la différence, les dépenses pour le maïs et les dépenses pour le soja. C'est pour ça que j'attends. À la fin de la récolte du soja, on verra combien de sacs on va avoir et on va évaluer la valeur et à partir de là, maintenant, on va soustraire les dépenses par rapport à la valeur du maïs et du soja et on verra si vraiment ça valait le coup de faire cela. En tout, on a eu à peu près 41 sacs de ce type de sacs-là. Le contrat, c'était les femmes viennent enlever ça à la main parce que ici, comme je vous dis, on n'a pas encore les machines. Donc, elles sont venues enlever à la main, poser des petits tas. Ensuite, elles ont ramassé, mettre dans des grands tas. Et ensuite, la machine batteuse est venue maintenant et elles ont aidé à mettre le maïs dans la machine qui a décortiqué le maïs et ça met directement dans les sacs que vous voyez. Et pour ça, j'ai eu à payer les femmes là pour leur nourriture. D'abord, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, 15 000 francs j'ai donné
donné 15 000 pour leur transport jusqu'au champ et leur nourriture. C'est ça qui faisait les 15 000. Maintenant, quand elles viennent, elles font le contrat. Dans le contrat, normalement, je dois leur donner 2 sacs de maïs de 100 kg. Alors que ces sacs-là, il faut 1,5 pour faire 100 kg. Ça, c'est le contrat. Quand elles viennent dans ton champ, c'est ce qui se passe. Tu leur donnes l'argent de la nourriture et après, quand tu vas décortiquer ton maïs, tu leur donnes 2 sacs pour qu'elles se partagent. Mais bon, moi, j'ai dit que moi, personnellement, mon maïs, même déjà, ça va pas me suffire. Donc, si on peut s'entendre sur un prix forfaitaire par rapport au prix du maïs sur le marché actuel pour les donner l'argent. Comme ça, si elles veulent, elles vont acheter le maïs. Si elles veulent aussi, elles vont se partager. Donc, c'est ce que moi, j'ai eu à dire. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ou bien j'aurais dû les donner le maïs. Ce maïs-là, comme c'est moi-même, j'ai eu à réaliser, je connais la qualité et tout. Donc, c'est pour ça que je voulais pas donner ce maïs-là. Et ce maïs même, je vais essayer de voir si moi-même je peux les conserver. Parce que le maïs à l'heure actuelle, là, le fait que beaucoup de gens ont récolté leur maïs frais, ça fait chuter le prix de l'ancien maïs qui faisait presque 30 000 yens le sac. Et moi, comme le prix va chuter d'ici là, moi, je vais profiter de ça, acheter plus de maïs parce que ce maïs-là, vous voyez la quantité, mais si on va élever beaucoup de poules, ça là, ça ne vaut même pas valoir la consommation de 2 mois. Donc, moi, je vais profiter de la chute des prix qui va probablement arriver en décembre, payer plus et on va utiliser ce que je vais acheter sur le marché. Et ce maïs-là, on va le garder lorsque le prix du maïs va flamber. Quand ça sera trop cher, en ce moment, nous, on va enlever dans notre stock. Donc, c'est l'idée comme ça. C'est pour ça que je tenais à leur donner plutôt de l'argent que d'enlever dans mon maïs pour les donner. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec le maïs. Comme j'ai dit, il reste maintenant le soja et lorsque ça sera récolté, bon, je serai complètement libre pour bien me focaliser maintenant sur la ferme parce que tous les jours, je suis sur la route pour parcourir les champs à peu près 40 minutes pour aller chaque jour. C'est très fatigant. Donc, si j'ai réussi à régler ça, je suppose que dans une semaine comme ça, le soja aussi, ça sera réglé et on va stocker ça et puis bon, passer à autre chose quoi, parce que à la ferme ici, il y a tellement de travaux à faire que chaque fois quand je pars ailleurs, ça me met toujours en retard. Voilà, donc c'était les nouvelles du maïs comme ça et on va aller parler un peu des poules aussi. Voilà, actuellement je suis dans le grand bâtiment, grand poulailler et je voulais parler un peu de l'électricité parce que beaucoup de gens aussi qui font les fermes là, ils savent que c'est important aussi d'avoir un peu de l'électricité à la ferme, que ce soit pour l'éclairage ou bien que ce soit pour des couveuses. En tout cas, tu as besoin d'électricité. Et chez moi, quand j'ai eu à faire ma ferme, dès le départ, j'ai eu à installer des panneaux solaires. Je pense qu'on a installé 6 panneaux solaires qu'on a encastrés dans le poulailler en fait. Donc ça sert en même temps de couverture quoi. Et ça c'est au niveau du hangar là où on stocke tout ce qui est matériel. Donc on a installé ces 6 panneaux et on avait pris un inverteur à l'époque qui n'a pas beaucoup tenu et je pense que c'est la qualité et aussi un peu le bricolage des employés parce que on avait utilisé ce courant-là pour ravitailler en électricité aux employés pour qu'ils puissent charger leur téléphone et aussi avoir la lumière. Mais maintenant, il y a certains qui faisaient des bricolages dans leur maison là-bas, c'est-à-dire ils faisaient leur propre branchement quoi, dans les maisons là-bas et ce qui fait que souvent il y a des courts-circuits et je pense que c'est ça qui a un peu fatigué l'inverteur. Donc quand moi je suis arrivé, en tout cas, ça passait son temps à sauter alors que moi je voulais payer une couveuse. On ne peut pas s'amuser à avoir des coupures de courant régulièrement. Ça, c'est pas bon pour les couveuses. Donc à cause de ça, j'ai vu mon ami technicien qui est venu m'installer cet inverteur récemment et ça fait du 4,2 kVA, ce qui me fournit à peu près du 15 ampères, ce qui est suffisant pour faire tourner la lumière. Et puis ma couveuse que je viens de prendre, ça c'est les batteries et ça c'est l'une des anciennes batteries qui était là-bas mais qu'on a eu à tester, qu'on a trouvé que c'est défaillant. Donc j'ai payé cette batterie là aussi pour compléter. Donc on a 4 batteries qui permet d'alimenter un peu l'électricité, que ce soit au niveau de la lumière où le broyeur mélangeur est installé avec les prises là-bas, ou bien le grand poulailler. C'est ça qui donne la lumière comme ça.
Et dans le grand poulailler aussi, on a installé les lampes aussi pour les poules. Si tu as des poules, souvent la nuit, tu veux rentrer, vérifier sur les poussins et tout, donc tu as besoin de lumière. Voilà, sinon avec les torches et autres, là, c'est pas facile. Mais avec la lumière, c'est facilement visible. Donc, comme je disais, j'ai pris en fait une couveuse fabrication locale parce que après plusieurs trucs, et on s'est rendu compte que bon, c'est encore mieux quoi. Ça, c'est une, comment on dit, qui permet de créer de l'humidité. Et actuellement, comme les températures sont bonnes, bon, vous ne voyez pas la lampe qui s'allume, le ventilo n'est pas en marche. Lorsque la température va monter, vous allez voir le ventilo va se mettre en marche, ou bien quand la température va baisser, vous allez voir la lampe qui s'allume. Donc ça c'est fabrication locale, on est à peu près plus de 41 œufs, des poules locales qu'on a truc. Ça c'est le détecteur de température et tout. Donc c'est lui qui envoie le signal partout et ça c'est le régulateur de température. J'ai choisi ça comme ça parce que la réparation est plus facile que ce qu'on importe de l'extérieur. Parce que comme j'ai dit, c'est très simple, ampoule, ventilo, régulateur de température et tout. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, on peut facilement les remplacer. Alors que ceux qui viennent de l'extérieur, là souvent, on n'a pas les pièces pour les réparations au cas où ça se gâte. Ça là, quand tu utilises, ils disent généralement après 3 ou 4 éclosions, tu changes l'ampoule ou bien le ventilo. En fait, c'est des petits trucs comme ça tu fais. Le taux d'éclosion là, c'est 90%. Je pense que c'est pas mal. Au lieu de laisser les œufs là avec les poules, ici on a 90%. Bon, souvent avec les poules là aussi, c'est pas sûr que tu aies un taux plus élevé. J'ai payé ça tout simplement parce que mes œufs là étaient beaucoup et j'ai pas beaucoup de poules qui couvrent. Donc si je m'amuse, beaucoup d'œufs qui vont pas éclore parce que j'ai plus de... Et ça ne vaut pas 15 poules qui pondent actuellement. Donc, les 15 poules qui pondent là, vous imaginez la quantité d'œufs. Et j'ai autour de 5 à 6 poules qui couvrent. Donc, vous voyez que ça ne peut pas couvrir tous les œufs. C'est pour ça que j'ai pris cette couveuse là. Comme ça, la grande partie des œufs là, on va les mettre ici et puis laisser une petite partie où les poules même vont couvrir et puis on verra les résultats quoi. Pour cette couveuse là, il faut faire les retournements là, manuels. Il faut que la personne s'assure à venir mettre l'eau aussi pour que ça crée l'humidité et aussi retourner les œufs manuellement. Donc il faut que l'employé soit actif. C'est ça le problème avec les couveuses manuelles. Quand c'est automatique, ça fait tout elle-même quoi. Ça tourne les œufs elle-même, elle s'occupe de l'humidité elle-même, tout quoi. Ça là, il faut quelqu'un qui vient et puis qui s'occupe de ça. J'ai oublié de mentionner le prix de l'inverteur. Je sais que les gens vont me poser la question, c'est combien ça coûtait l'inverteur. J'ai oublié de mentionner ça. Et je pense que l'inverteur seul, ça coûte dans les 265 000. C'est un 4.2 kVA qui me fournit du 15 ampères, donc 265 000. Et si tu veux installer un système comme ça, donc il faut tenir compte aussi des panneaux que tu dois acheter. Moi, j'ai 6 panneaux. Tu regardes le nombre de panneaux que tu veux, le nombre de batteries que tu veux. Donc, tu te renseignes sur ces prix-là. Parce que moi, quand j'ai acheté ces batteries-là, des années de cela, donc les prix ont changé. Les plaques solaires aussi, le prix ont changé. Donc, je ne peux pas vous donner ces prix-là. Ça sera erroné. Et là où je suis, je vous avais déjà montré ça, mais c'était pas encore terminé. Je vous ai pas encore montré une vidéo de la façon que j'ai aménagé ça. Comme je vous expliquais, là où j'étais, à l'intérieur du poulailler, c'est là-bas que les mangeoires et les abreuvoirs étaient disposés. Je trouvais qu'ils étaient trop coincés là-bas. Et je préféré faire ce petit hangar là et avec un mur un peu élevé parce que d'ici là, si on prend les poussins, et les poules seront dehors. Donc je veux pas qu'elles sautent rentrer ici, chier, salir le coin. Donc c'est pour ça que j'ai fait un peu ce mur là pour essayer de protéger ça. Et l'air circule et les abreuvoirs sont lavés, disposés ici. Et lorsque on veut de nouveaux abreuvoirs ou des mangeoires, on vient, on lève ici, on rince et on utilise. Et les anciens, on vient les laver et on dépose pour que l'air tape ça et ça va sécher.
ce qui est recommandé pour pouvoir tuer le maximum de bactéries. Ils sont toujours dans le nettoyage parce que vous voyez, c'était posé dedans là, c'était vraiment coincé et puis sale. Ça, c'est nettoyé et ça, ils sont en train de nettoyer d'abord. Au fur et à mesure, tout sera nettoyé et on va faire une étagère des trucs qui sont propres à être utilisés et l'autre étagère sera pour ceux qui viennent d'être lavés et qui ont besoin d'être séchés. Donc ça, c'est ce petit hangar que j'avais fait et je ne vous ai pas montré comment j'ai terminé ça. Les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que quelqu'un a tiré quelque chose de la vidéo. Et si vous êtes nouveau, comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous souscrire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi, si vous êtes de retour, merci beaucoup pour le soutien à la chaîne. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.